merci Inès. Donc, effectivement, je suis doctorante au laboratoire de psychologie et neurocognition, ici à Grenoble, mais également au laboratoire de Tours, à l'université de Tours. Et je vais vous présenter ici les résultats de mon premier travail de thèse qui a porté sur l'évaluation de la métacognition dans le vieillissement sain. Et j'ai utilisé un modèle hiérarchique bayésien pour un peu compenser les limites qu'on peut voir dans les anciennes études sur la métacognition, mais je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Pour commencer, on a déjà un petit peu parlé de la métacognition, notamment hier, mais je vais vous la redéfinir dans les grandes lignes. En fait, la métacognition, c'est donc le fait de pouvoir penser sur sa cognition, pouvoir avoir un retour sur ses propres processus cognitifs et la capacité à s'évaluer. Donc si par exemple vous êtes en voiture et qu'il y a une brume et que vous voyez au loin une lumière, vous allez utiliser un peu votre métacognition pour vous dire à quel point je suis confiant que la lumière qu'il y a en face de moi, c'est une autre voiture et dans ces cas-là je dois ralentir, ou alors c'est un lampadaire qui est fixe et dans ces cas-là je n'ai pas besoin de ralentir et je peux garder la même vitesse. La métacognition, elle peut aussi intervenir dans des processus de mémoire, et notamment de mémoire sémantique. Si par exemple je suis en conversation avec des grenoblois et que je me sens assez confiante dans le fait d'apporter dans la conversation que l'entreprise C'est Moi a été construite à Grenoble, la chocolaterie C'est Moi a été construite à Grenoble, je vais apporter cette preuve parce que je suis sûre de moi. Si je ne suis pas sûre, je vais peut-être le garder pour moi et me dire je suis entourée de grenoblois, je ne vais pas me risquer là-dedans. Pour la mémoire épisodique, par exemple, si vous êtes dans un cas où vous avez une pensée dans la journée, vous vous dites est-ce que j'ai fermé la porte d'entrée en partant de chez moi? Et ici, vous allez un peu évaluer la confiance que vous avez dans le fait d'avoir bien fermé votre porte à clé pour savoir s'il est nécessaire de retourner chez vous pour fermer la porte à clé, ou au moins vérifier, ou si vous vous dites non, je suis assez confiant, je pense que je l'ai fait, mais que c'est une pensée intrusive. On peut aussi utiliser la métacognition dans le cadre des mathématiques, comme on l'a vu précédemment, et des fonctions exécutives, du fonctionnement exécutif. Donc par exemple, si vous avez un calcul à faire, le calcul juste ici, vous pouvez évaluer la confiance que vous avez dans le résultat que vous trouvez. On se pose, oui, comme je viens de l'énoncer, en fait, il y a différents champs de la métacognition. La métacognition, ce n'est pas qu'un seul champ, il y a des sous-champs. Et une grande question actuelle porte sur la domaine-généralité de la métacognition. Donc, autrement dit, est-ce qu'il y aurait un processus métacognitif qui va gérer toute la métacognition des sous-métacognitions, donc métamémoire, métaperception, métacompréhension. Donc, on aurait un modèle comme celui-ci, avec la domaine-généralité, donc un processus métacognitif qui va gérer les sous-métacognitions, ou alors plutôt un processus qui sera plus distribué, donc un processus va gérer une fonction métacognitive, donc il y aura un processus pour la métamémoire épisodique, un processus pour la métamémoire sémantique, etc. Ou alors un modèle aussi plus complexe. On est en train de réfléchir peut-être actuellement dans la littérature à un modèle plus complexe avec des chevauchements et à la fois une domaine-généralité et une domaine-spécificité de la métacognition. Chez des jeunes adultes, la domaine-généralité de la métacognition a été évaluée il y a quelques années par le modèle hiérarchique bayésien que je vais vous présenter juste après. Et on a effectivement trouvé une domaine-généralité de la métacognition. Donc ici, ils ont pris les 4 domaines cognitifs que je viens de vous présenter, perception visuelle, mémoire sémantique, mémoire épisodique, fonctionnement exécutif, et ils ont trouvé des corrélations entre ces 4 domaines, sauf entre la perception visuelle et la mémoire épisodique. C'est ici la toute première corrélation en haut à gauche. Je vais juste vous expliquer comment lire ce genre de graphique, puisqu'ici c'est des statistiques bayésiennes, et donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec les statistiques bayésiennes. Vous avez... Est-ce que j'ai un curseur? Non, mince. C'est ça, voilà. Vous avez les HDI, les intervalles, les hautes densités d'intervalles qui
qui est représenté par le trait juste ici. Et lorsque le HDI chevauche 0, on peut conclure à une absence de corrélation. Et lorsqu'il ne chevauche pas 0, il y a des preuves pour une corrélation. Donc ici, on voit très bien que le HDI ne chevauche pas 0. Donc ici, il y aurait une corrélation entre mémoire sémantique et mémoire épisodique. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez comprendre les graphiques d'après. Concernant le vieillissement, pour les personnes âgées, la métacognition a été beaucoup étudiée, notamment dans le cas de la métamémoire. Et on a mis en évidence une dissociation entre la métamémoire épisodique et la métamémoire sémantique. En fait, les personnes âgées sont aussi bonnes à se juger dans une tâche de métamémoire sémantique et elles vont être moins bonnes à se juger dans une tâche de métamémoire épisodique. Pour évaluer ça, on a utilisé un paradigme de feeling of knowing. Donc, ce paradigme se divise en 4 étapes. Dans un premier temps, donc ici c'est un paradigme pour la métamémoire épisodique. Dans un premier temps, il y a une tâche d'encodage. Donc ici, on utilise souvent des paires de mots. Donc par exemple, on va présenter plusieurs paires de mots comme table et chat. Et ensuite, on va représenter un mot de la paire, donc par exemple ici chat, et on va demander à la personne de rappeler le mot qui était présent avec chat. Et ensuite, on va lui demander d'effectuer un jugement en lui expliquant que plus tard, elle va voir le mot chat avec 2 propositions, et on va lui demander est-ce que vous seriez capable de reconnaître le deuxième mot qui était présent avec chat parmi plusieurs propositions. Donc là, elle fait un jugement, soit en disant oui, non, soit dans une échelle de confiance. On peut utiliser les 2 méthodes. Et ensuite, il y a effectivement une tâche de reconnaissance. Le mot chat est de nouveau présenté, ici avec table ou maison, et on va demander à la personne de reconnaître le bon mot. Cette dissociation entre la métamémoire épisodique et la métamémoire sémantique, elle a été retrouvée de nombreuses fois dans la littérature. Et il y a une méta-analyse qui a été effectuée très récemment par quelqu'un du laboratoire d'ailleurs. Effectivement, cette méta-analyse met en évidence une dissociation entre la métamémoire épisodique qui est déficitaire dans le vieillissement sain et la métamémoire sémantique qui n'est pas déficitaire dans le vieillissement sain. Cependant, dans cette même méta-analyse, ils ont divisé les études en faisant des sous-groupes. Ils ont pris les personnes âgées qui avaient les personnes âgées qui avaient les meilleures performances de mémoire et les jeunes adultes qui avaient les plus mauvaises performances de mémoire. Et ils les ont comparées entre eux. Et là, la dissociation, la différence dans la métamémoire épisodique n'apparaît plus. Et c'est pareil, lorsqu'on prend au contraire les personnes âgées qui ont les pires performances de mémoire et les jeunes adultes qui ont les meilleures performances de mémoire, ici l'effet de vieillissement sur la métamémoire épisodique est surestimé. Donc en fait, il y aurait peut-être des biais qui sont liés à la méthode, puisqu'en fait, la performance de mémoire va être prise en compte dans l'indice de métacognition qu'on va utiliser. Et donc, l'indice de métacognition qu'on a à la fin va dépendre de la performance de mémoire, et on sait que les personnes âgées ont des déficits en mémoire épisodique et pas en mémoire sémantique. En fait, ces études antérieures qui ont été effectuées, elles ont calculé l'indice de métacognition en utilisant des corrélations gamma. La corrélation gamma va prendre le nombre de paires congruentes. Donc, par exemple, une paire congruente, ça va être une personne qui va dire pouvoir rappeler le mot et qui rappelle le mot, ou qui va dire ne pas pouvoir rappeler le mot et qui ne reconnaît pas le bon mot. Ou on va aussi calculer le nombre de paires incongruentes. Donc, par exemple, une personne qui est confiante dans le fait de pouvoir rappeler le mot et qui ne va pas le rappeler. Donc on voit ici dans ce genre de mesure que effectivement ce genre de mesure dépend totalement de la performance à la tâche et donc on comprend tout de suite
l'impact de la performance à la tâche sur le calcul de la métamémoire. Ce genre de calcul, ça va aussi avoir d'autres limites méthodologiques, notamment sur le biais métacognitif. Le biais métacognitif, c'est le fait qu'une personne va être plus encline à se juger plus positivement ou plus négativement, donc à se surévaluer ou à se sous-évaluer. Donc par exemple, une personne qui va toujours dire qu'elle va reconnaître le bon mot, mais sans distinguer les essais. Et donc ce genre de méthode, comme la corrélation gamma, ne prend absolument pas en compte le biais métacognitif. Et ici, la solution qui a été proposée dans un premier temps, c'est d'utiliser une approche basée sur la psychophysique et notamment sur la théorie de la détection du signal, avec par exemple des courbes ROC. Donc je ne vais pas détailler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, ça a été la première solution qui a été proposée, mais cette solution ne prend toujours pas notre problème principal dans les tâches de métamémoire, c'est-à-dire la performance, la dépendance avec la performance de mémoire. Donc ici, la solution qui a été proposée, c'est d'utiliser une approche basée sur un modèle. Et il y a notamment donc deux chercheurs, Maniscalco et Lowe, qui ont développé un nouvel indice qui s'appelle le M-ratio et qu'on voit juste ici. Et donc ici, c'est une étude qui a été faite par Guggenmoos qui a comparé les différents indices de métacognition. En abscisse, vous avez la performance cognitive, donc ici ce n'était pas forcément de la mémoire, c'était de la perception, il me semble. Et en ordonnée, vous avez les indices de métacognition. Donc plus l'indice est haut, plus la personne est capable de se juger. On voit dans les scores OROC dont je vous parlais tout à l'heure, que effectivement, en fait, plus la performance est haute et plus l'indice métacognitif va être haut. En fait, il y a totalement une dépendance entre les deux. Alors que dans le cas du M-ratio, qui est basé sur un modèle, ici il y a une indépendance qui est un peu plus forte. Alors le troisième problème en fait, qui se pose ici avec le M-ratio, c'est qu'il nécessite énormément d'essais. Donc c'est ce que je vous disais dans l'étude précédente, ça a été c'est une étude qui a été effectuée sur la perception. En perception, on peut faire des études psychophysiques avec énormément d'essais. C'est un peu ennuyeux pour le participant, mais ça se fait. Mais en mémoire, c'est juste impossible puisque la mémoire a des capacités limitées et d'autant plus quand on étudie le vieillissement et que les personnes âgées ont un déficit de mémoire épisodique. Et donc, il y a le professeur Fleming qui a proposé un nouveau modèle, le modèle hiérarchique bayésien. Ici, il va comparer différents modèles, donc pareil, je ne vais pas vous détailler les autres modèles, mais il a comparé différents modèles et le nombre d'essais qui étaient nécessaires pour chaque modèle, et on voit effectivement dans le modèle de gauche que le modèle hiérarchique bayésien, qui est en bleu du coup, nécessite bien moins d'essais que les autres modèles pour qu'il soit à peu près fiable. Donc voilà, nous avons ces trois problèmes. La littérature a trouvé trois solutions qui sont plus ou moins satisfaisantes. Et actuellement, le meilleur outil pour évaluer la métacognition serait d'utiliser un modèle hiérarchique bayésien. Donc bayésien, puisqu'il inclut l'incertitude, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on peut effectuer des jugements sur une échelle et que les précédentes mesures étaient très dichotomiques en fait. Il y avait la haute confiance et la basse confiance et rien d'autre entre les deux. Ici, on va pouvoir inclure de l'incertitude, les personnes qui sont un peu entre les deux. Il est hiérarchique puisque on va évaluer l'incertitude de chaque participant, mais aussi au niveau du groupe et pouvoir faire des comparaisons entre les sujets. Et il va permettre de calculer, d'estimer du moins des distributions postérieures, donc autrement dit la crédibilité de la distribution, et de caractériser les différences entre les groupes avec des HDI. Donc c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. On va estimer les 95%
de chances pour que la distribution se situe dans ces 95%. Donc, si on revient au vieillissement, en fait, c'est un peu tout le sujet de ma thèse. On a vu qu'il y avait un déficit de métamémoire épisodique, mais on se pose la question actuellement de savoir s'il y a réellement un déficit de métamémoire épisodique ou si les précédentes études sont juste limitées par la performance de mémoire. Donc, dans ma thèse, on fait l'hypothèse que on va quand même retrouver un déficit de métamémoire épisodique, même en utilisant un modèle hiérarchique bayésien, et que finalement les études précédentes n'étaient pas tant biaisées et qu'elles étaient plutôt fiables. Et le deuxième objectif de cette étude, ça sera d'explorer la domaine généralité de la métacognition à travers l'âge. Donc pour cela, j'ai pris les mêmes tâches qu'Audrey Mazencieux, dont je vous présentais les résultats tout à l'heure, donc sur la domaine généralité de la métacognition. On a utilisé 4 tâches, donc une tâche de mémoire épisodique, une tâche de mémoire sémantique, une tâche de perception visuelle et une tâche de fonctionnement exécutif. L'autre grande nouveauté de cette étude, on va dire, ça va être l'effectif, puisqu'ici on a plus de 400 participants, alors que les études précédentes étaient assez limitées au niveau du nombre de participants. Alors, je vais tout directement passer à la métacognition. Donc en fait, ici, ça va être le même principe pour interpréter le graphique. Ce sont les HDI qui sont représentés, et donc quand le HDI chevauche 0, il n'y aura pas d'effet de l'âge, en fait. Ici, nous avons utilisé le modèle hiérarchique bayésien, mais qui est basé sur des analyses de régression. Donc ici, c'est la régression que vous voyez, et toutes les régressions pour les tâches chevauche 0. Nous avons fait tourner un modèle avec une régression linéaire et avec une régression quadratique pour voir s'il n'y avait pas aussi un effet pour les middle age, les personnes qui ont entre 40 et 60 ans, que ce soit pour le modèle linéaire ou le modèle quadratique, il n'y a aucun effet de l'âge. Et pour la domaine généralité de la métacognition, on a fait tourner le même modèle, mais cette fois-ci, on a fait des analyses de corrélation. Et ici, il y a 3 corrélations qui sont ressorties comme significatives. Pour les jeunes, entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, et les fonctions exécutives et la perception visuelle, et pour les âgés, entre la mémoire sémantique et les fonctions exécutives. Donc, première remarque, on n'a pas du tout les mêmes résultats qu'Audrey Mazencieux dans son étude précédente, ce qui est un peu étonnant. On a un tout petit peu modifié les tâches pour que ça soit plus simple pour les personnes âgées, et enfin qu'il n'y ait pas d'effet plafond pour les jeunes et que les personnes âgées puissent quand même faire la tâche. Donc ça pourrait être expliqué par ça. Mais du coup, ça devient très délicat à interpréter puisqu'on n'a pas de domaine généralité chez les jeunes adultes ici. Donc on se pose la question sur la significativité de nos résultats et l'interprétation pour les personnes âgées. Si je dois résumer nos résultats. Pour notre première hypothèse, on faisait l'hypothèse d'un effet de l'âge sur la métacognition. Et donc je ne vous ai pas présenté par manque de temps ici juste les performances, mais on avait effectivement un effet de l'âge sur toutes les performances. Effet de l'âge négatif, sauf pour la mémoire sémantique qui était positif. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature. La mémoire sémantique tend à rester stable ou à s'accroître à travers l'âge, alors que les autres domaines cognitifs qu'on a étudiés ici tendent à décroître. Et on n'a observé aucun effet de l'âge sur l'efficacité métacognitive dans les 4 tâches. Pour la métacognition, la domaine généralité de la métacognition, donc ici je ne vous l'ai pas présenté non plus, mais on pourra revenir dessus pendant les questions. On a effectivement observé des corrélations entre les tâches qui étaient diminuées chez les personnes âgées comparativement aux personnes plus jeunes. Et il est très difficile d'interpréter en fait ce qu'on a obtenu pour la métacognition, puisqu'on ne retrouve même pas la domaine généralité chez les personnes jeunes. Et donc,
Ici, si je résume un petit peu, on n'a pas les mêmes résultats que ce qu'on a obtenu auparavant dans la littérature en utilisant d'autres scores. Mais on peut aussi se poser la question du type de jugement, puisque je vous ai présenté tout à l'heure un jugement de feeling of knowing, qui est un jugement prospectif, alors qu'ici, vous le remarquerez, on a utilisé des jugements rétrospectifs, ça veut dire que le jugement a été fait après la tâche, où on demandait à la personne quelle confiance avez-vous dans la réponse que vous venez de donner, et donc ça implique des processus totalement différents. Et effectivement, pour les jugements rétrospectifs, il y a certains articles de la littérature qui ne montrent pas d'effet de l'âge sur les jugements rétrospectifs, puisque finalement, les jugements rétrospectifs se baseraient surtout sur la familiarité, puisqu'on présente des réponses aux participants, donc le participant peut juste reconnaître par familiarité la réponse qui est donnée. Donc, la prochaine étape de cette étude pourrait être de comparer les jugements prospectifs et les jugements rétrospectifs chez les personnes âgées. C'est quelque chose qui a été déjà fait chez les jeunes, donc la prochaine étape de ma thèse, ça sera effectivement d'utiliser une de ces tâches pour comparer les jugements prospectifs et rétrospectifs. Et du coup, de voir dans le cas de la métamémoire du moins, le rôle de la recollection qui est donc impliqué pour des jugements de feeling of knowing, puisque un jugement de feeling of knowing, si je vous demande est-ce que vous serez capable de reconnaître un item plus tard, ça va demander un processus de rappel. Vous allez devoir vous remettre dans le contexte et essayer de vous rappeler de l'item, alors qu'une tâche en rétrospectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste de la familiarité, ça suffit, et la familiarité n'est pas touchée, n'est pas atteinte dans le vieillissement. Et voilà, je voulais juste finir pour remercier tous les partenaires de l'événement, mais surtout tous les doctorants qui travaillent toute l'année pour faire cet événement. Je me permets de faire ça parce que j'ai beau être au LPNC, je ne fais pas vraiment partie de l'organisation. Cette année, je n'ai pas été impliquée et je vois par contre vraiment l'implication de tous les doctorants toute l'année et tout le stress que ça peut engendrer. Donc voilà, bravo à vous parce que vous gérez.